Qu'est-ce qu'on déguste? Le magazine épicurien de CFM le vendredi à 17h30 et le samedi à midi avec Elixir. Elixir, un nouveau magazine sur les vins et les vignerons d'Occitanie. Elixir, en vente en kiosque ou sur abonnement sur elixir-vin.fr. Offre de lancement 32 € par an. Elixir, l'âme du vin, l'art des vignerons. Qu'est-ce qu'on déguste? Avec Elixir. Hola, hola a todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado. Qu'est-ce qu'on déguste? Bonjour. Un Qu'est-ce qu'on déguste exceptionnel puisque nous sommes installés ici à la cave Sceaux à Caylus pour la deuxième fois avec à l'invitation de Guillaume Bach. La première fois c'était à la cave, l'annexe de la cave Sceaux installée à Saint-Antonin-Nobleval. On avait fait ça il y a une paire d'années pour, je crois, l'inauguration du marché bio le jeudi après-midi. Voilà. Et donc on avait toujours dit qu'on ferait le match retour de cette émission à Caylus, puisque là on est confortablement installé. Donc au 100 route de Villefranche, lieu incontournable pour les amateurs de vins naturels, vivants et engagés. C'est Guillaume Bach, ancien professionnel de l'immobilier. C'est toujours étrange de le rappeler. Il est devenu caviste parce que c'est sa passion et il défend une certaine vision du vin sincère, avec une sélection de flacons du sud-ouest, mais aussi d'ailleurs des bières, on va en parler, des spiritueux et des produits fins. Merci de nous accueillir, Guillaume. Grand plaisir. Il y aura dans cette émission, nous ferons la connaissance de Guillaume Bourcy, artisan brasseur à la tête de la cabane microbrasserie locale qui fait mousser le village de Caylus avec des créations brassicoles originales et savoureuses. Et il a beaucoup d'humour apparemment. Un peu. Voilà, je pense que là, tu as un gars en face de toi. Je ne sais pas si tu connais Paul Chéreau, mais à mon avis, vous avez le même genre d'humour. Mariano est entre nous deux. Mariano, c'est le restaurant Giramondo qu'il a monté avec Léonie il y a un an et demi maintenant. Une adresse conviviale où se mêlent voyage, cuisine du monde et produits du coin. Merci d'être là, Mariano. Merci à vous pour l'invitation, monsieur. Et de nous régaler. Rémi. Et de nous régaler, il y a déjà des antipastis. On dit comme ça, des antipastis sur la table? Des antipastis. C'est Philippe Audard qui nous racontera les figures fondatrices du vin naturel. Marcel Lapierre. Et Jules Chauvet, on va revenir entre les années 70 et les années 50 pour faire un petit tour dans l'histoire du vin nature. On a déjà commencé quelques épisodes, si vous suivez l'émission. Salut à tous. Tu nous l'as fait la dernière il fois. Recycle. Non, monsieur, je vais un peu plus loin. Cette fois-ci, je vais vous apprendre des choses, peut-être, jeune homme. Paul Chéreau partagera la période de l'année dans les vignes, la taille, le soin, les premiers espoirs, les premières vendanges. Oui. Ouais, pas les premières vendanges, mais les premiers espoirs de vendanges. Voilà. Séverine Vérac. Salut Séverine. Tu vas nous mettre en lumière le travail de la Fédération des vignerons indépendants, garant d'un vin libre et authentique. Hein, c'est ça. Il faut que tu le dises avec un micro. On va partir dans les années 70 aussi. D'accord. Et côté musique, dans cette émission dont la partie technique est assurée par Lisa et non pas Aurélien, on lui fait un petit coucou, il pouvait pas être là, enfin il pouvait être là mais il pouvait pas rentrer vite, après c'était compliqué. Donc c'est Lisa, merci à Lisa Echen de CFM Caylus de nous faire la technique. Pour lancer cette émission, le duo Symmetry, un duo lotois formé de Phil Walk et de Jean-Yves Bénard. Leur style mêle folk rock, blues et une touche de celtique, le tout chanté en anglais. Leur dernier album Another Horizon reflète leur intensité scénique et leur univers musical raffiné. Messieurs, c'est à vous. Applaudissez-les quand même pour lancer l'émission. Merci. Her body burned hair, her mind lost her. She wanted to forgive her son, her father, to ask forgiveness, his son, his father.
Who didn't want to listen? The water she was so afraid of seems so sweet today. The river she was so afraid of would take her pain away. On this sunny day, the first for a long time, few written words to apologize. Calmly she was raised, calmly she came out, calmly she walked down. The water she was so afraid of seems so sweet today. The river she was so afraid of would take her pain away. Slowly she undressed, dizzy, shaky, she lay down. The water she was so afraid of seems so sweet today. The river she was so afraid of would take her pain away. The water she was so afraid of seems so sweet today. The river she was so afraid of would take her pain away. Sweet water takes you away. Sweet Water Call, extrait donc du premier album du duo Symmetry, qui nous fait le plaisir de nous accompagner ce soir dans ce Qu'est-ce qu'on déguste en direct de la cave Sceaux à Caylus, monsieur dame, chez Guillaume Bach. Alors Guillaume, bon, on revient un peu en arrière pour ceux qui n'étaient pas là à l'origine. Qu'est-ce qu'il y a eu entre le moment où tu étais agent immobilier et l'ouverture de la cave Sceaux à Caylus et à Saint-Antonin Rien de spécial. Ouais. On fait une vision. Une vision. Ouais. C'est mieux le pinard que les pierres. En soirée, c'est mieux. Mais non, ouais, il faut que tu rapproches bien le micro. Ouais, pardon. Non, je sais pas, enfin, l'envie. Une envie, et puis je n'étais pas forcément à ma place avant. Je suis un peu mieux maintenant, donc non. Mais une envie parce que tu es un amateur de bon vin, ou à un moment dans ton cursus, tu as fait aussi des formations autour de, je sais pas, du vignoble, de l'œnologie, de la sommellerie? J'aime beaucoup j'aime la vie, j'aime bien vivre, j'aime bien manger, bien boire, ça se voit un peu aussi. Mais non, j'aime tout ça, et puis c'est vrai que c'était il n'y avait pas forcément la grande chose, l'offre qui était ici n'était pas forcément très intéressante, donc j'ai voulu un peu apporter ma vision sur le vin et ce côté un peu différent. Ça fait 11 ans que ça marche. 9 ans. 11 ans. 11 ans, pardon. 11 ans, ouais. 11 ans. Ouais. Et le choix de Caylus, parce qu'on pourrait se dire, tiens, pour monter une cave, autant aller à Toulouse, dans une grande ville. Je crois que j'avais posé la question la dernière fois, je crois que je connais la réponse. Mais on est d'ici, donc on est vraiment d'ici. t'es d'ici, toi ? Moi je suis d'ici, je suis un petit village à côté, à 10-15 km. On a immigré à Caylus avec l'immobilier, et puis je tombe amoureux de ce village, et puis je suis resté là. Je suis bien ici, donc on fait tout pour le village. La cave Sceaux, c'est avant tout des vins nature, des vins bio, tu mets en avant. Et surtout sud-ouest, d'où le Sceaux qui est présent. J'étais parti que sur le sud-ouest. Au début, j'étais persuadé que c'était parce que la caviste s'appelait Sophie ou un truc. Non. En fait, je crois que je l'avais déjà raconté la dernière fois. C'était donc la cave Sceaux. Moi, j'ai commencé sur Internet. Il y avait une cave web. J'avais pas de magasin physique. Et le SO était réservé à la Somalie. Donc, comme la Somalie n'a pas un grand besoin d'Internet, ils ont débloqué le SO et moi, je m'en sers comme le Sud-Ouest. Ah, donc c'est cave.so. Le site Internet. Voilà. D'accord. Et donc, c'est resté comme ça. Et puis c'est la cave Sceaux maintenant.
Il n'y a pas de Sophie, il n'y a pas tout ça. Mais ça continue sur Internet? Tu continues de vendre sur Internet? Ouais. Alors ça continue pas comme il le faudrait parce que je suis un peu feignant pour les mises à jour. Donc il n'y a pas toutes les bouteilles, il n'y a pas toutes les photos, il n'y a pas tout ce qu'il faut, donc c'est pas très sexy. Mais ça continue un peu. Oui, parce que c'est fastidieux. C'est fastidieux. C'est un peu comme les gens qui vendent sur Vinted ou des trucs comme ça. Des fois, un mouchoir, une chemise ou un truc, à chaque fois, tu es obligé de prendre une photo, de faire un paquet pour gagner 3 balles. Parce que quand tu... Non, mais quand tu vends du vin, c'est pas non plus, tu fais pas des marges extraordinaires, quoi. Non, et puis c'est pas. Et puis sur Internet, il y a pas le conseil, il y a pas la relation client-caviste. C'est en fait, on vend une bouteille, on vend un coca, on vend un tariquet, on vend un string, c'est pareil. Alors qu'en boutique, il y a le côté, je dirais, transmission. Attention, t'as dit un gros mot, la tariquet là. Oui, attention. Le micro va fumer, attention. Mais voilà, il n'y a pas la relation client-caviste. Et c'est vrai que c'est pas. Moi j'avais une question sur la vente en ligne du vin. Il y a quand même le coût du port, parce qu'une bouteille c'est lourd, c'est fragile. C'est chaud, c'est très chaud, le port est très chaud, et puis la marge s'en ressent, et puis faire attention. Et c'est pas aussi joli qu'on croirait. Ouais. Mais tu étais avant-gardiste parce qu'il y a 11 ans. Vendre du vin sur le web, ça se faisait pas. C'était le début. C'était vraiment le plein boom. Il y avait des gros magasins qui vendent en ligne. Exemple Vinatis, tous ces sites-là. Mais c'est vrai que le petit caviste de village, il n'avait pas tant que ça. Ouais. Bonne idée. Et c'était déjà les vins du Sud-Ouest que tu vendais sur Internet. Que tu allais chiner, comment tu faisais les rencontres avec les vignerons? Au téléphone, et puis j'allais voir chez eux ou dans leur domaine et vignobles respectifs. Des fois ça passait bien, des fois ça passait pas du tout. Parce que comment ça marche est-ce que ça marche comme une cave, c'est-à-dire que tu passes une commande, les mecs te livrent et puis après tu revends? C'est ça. Ou est-ce que c'est tout à fait une cave, mais une cave sur Internet. Mais du coup sur Internet comment ça se passait? Comment ça se passe par exemple? Il faut se faire connaître. C'est comme non, mais je veux dire, le vigneron, c'est toi qui vas chez lui chercher les quilles. D'accord. Elles partent pas de chez lui, quoi. Non. C'était une vraie cave qui était sur le web, qui avait pas de pignon sur rue. Et puis le stock grossissant et grandissant, il a fallu trouver moyen un peu de le faire partir. Et c'est là qu'on a ouvert ici, dans les 3 petits garages, il y a 11 ans. Alors ici, c'est le 100. Ouais. 100 route de Villefranche. 100 route de Villefranche à Caylus, dans la pente, là. Voilà. Nous, on a choisi aujourd'hui de se mettre à l'intérieur et de pas être sur la terrasse, qui est une terrasse sympa. Ouais. Et il y a beaucoup de bagnoles quand même qui passent. Il y a un passage de fou. Vendredi soir, c'est l'axe Toulouse-Aveyron. Il y a entre 6 et 8 000 véhicules par jour. C'était un calcul que tu avais fait ça en mettant la... on m'a pris pour un fou quand j'ai ouvert en bas. Mais il y a beaucoup de voitures qui passent, il y a des parkings, on peut s'arrêter, on peut repartir. Donc en fait, je suis peut-être le commerçant qui est peut-être la meilleure place. Ouais. Mais bon. Oui, parce qu'il y a combien de bagnoles? 5-6 places de parking facile devant facile, oui. Oui, oui, on peut venir. La clientèle de la Cavso, c'est qui? De tout. Il n'y a pas de... Non, vraiment, j'ai une super clientèle. Tout se passe... Non, vraiment, tout est bien. Tout se passe bien. J'ai des chiens comme tout le monde, j'ai des mecs adorables partout. Non, vraiment, tout est... Non mais toi, tu es client de la Cavso à Saint-Antonin, c'est pas pareil. Le dimanche matin, mais c'est vrai que je passe parfois, mais je m'étais arrêté une fois il y a bien longtemps, mais le stock n'était pas au niveau où il est aujourd'hui. Là, on a un choix exceptionnel. Il y a des événements? Pour l'instant, pas de prévu, mais ça peut arriver. Nous aujourd'hui? Ah oui, mais vous? Non mais je sais qu'à un moment je me suis trouvé là aussi une paire de fois le jeudi au moment où il y a le marché avec quelques Saint-Antoninois et Saint-Antoninoises à faire des tournées des quilles dans des apéros improvisés. Ça existe toujours ça? Ça existe toujours. Après ce qu'il y a, c'est qu'ici sur Caylus ça tourne beaucoup, donc ça manque un petit peu de temps pour faire tout ce que je veux, mais on va y arriver. On va le faire. Bon. On boit un coup. Allez. Moi, j'en ai pas. Merci. Alors. Moi, je suis sur une bière là pour le moment. C'est Grape Ale. Grape Ale. Grape Ale. Mozart. Peu d'anglicisme, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que c'est exactement? C'est de la bière. C'est un hybride entre bière et vin. Donc c'est un assemblage de mou de céréales. Donc le mou c'est la bière avant sa fermentation. Donc c'est du jus de céréales en gros, avec du mou de raisin, donc du jus de raisin non pasteurisé. Donc c'est un assemblage des deux, sans ajout de levure. En fait c'est les levures indigènes présentes dans le mou de raisin qui vont mener la fermentation. Et donc on est sur une fermentation indigène comme sur un vin nat, avec un vieillissement barrique de un peu moins d'un an. Et les proportions bière mou? Quoi le... Je ne le dirai pas. Ah, Bisto des Nas. Non mais 10%, 50%. Dans la limite de ce que les douanes acceptent. Ah, okay. Ah oui, faut pas le. Non, mais les douanes, elles écoutent pas avec toutes les conneries qu'on dit. Oh, ça va alors. Sincèrement, je m'en souviens pas, mais je crois qu'on est aux alentours des 15%. Okay, merci. Guillaume Bourcy, microbrasseur à La Cabane, à la microbrasserie de Caylus. On va discuter dans un instant, mais d'abord un petit tour vers ce qui fait l'essence même de la cave Sceaux, c'est-à-dire le vin bio, le vin nature et son histoire qui remonte. Alors là, qui remonte, je vais vous dire, en 1950. Donc pour rebondir sur les remarques déplacées de notre ami Paul. Non, c'est des épisodes, on va petit à petit, on remonte le temps. Et aujourd'hui, donc c'est une chronique toujours destinée aux amateurs de vin, de bonnes bouteilles et d'histoire. Aujourd'hui, cette chronique spéciale vin qui ont du cœur. On vous amène du côté du Beaujolais, à Villiers-Morgon, pour vous raconter l'histoire d'un gars qui a changé la donne, Marcel Lapierre. Alors Marcel Lapierre est très connu dans le monde des cavistes, dans le monde du vin. Et c'est un vigneron qui était un vigneron un peu rebelle à l'époque, amoureux du bon raisin et du vin vivant, mais dans un univers qui n'était pas dédié au vin nature à l'époque. Et derrière lui, il y a un grand monsieur, un peu oublié, qui s'appelle Jules Chauvet. Donc on va parler un peu des deux. Et Jules Chauvet qui est le vrai pionnier des vins naturels. Alors, le décor, on est dans les années 70. Le Beaujolais, c'est la fête du vin nouveau, que vous connaissez tous, mais souvent du vin fait à la chaîne, avec des levures industrielles, on dira, des produits bizarres à gogo. Ça sent plus la banane et la cerise que le vin. Enfin, vous savez tous ce qu'était le vin nouveau, parce que je crois que les choses ont un peu changé, mais il fut une époque où on allait goûter de la banane, de la cerise ou du cassis, enfin, ce genre de trucs bizarres. Voilà. Mais Marcel Lapierre n'est pas né d'hier. Il est fils de vigneron. Il sent bien que le vin, c'est plus qu'un produit. C'est une histoire de vie, de terre, de respect. Et là, il croise le chemin, ou plutôt les écrits, d'un certain Jules Chauvet, qui est vigneron, mais qui est chimiste, qui est un poète du vin, on peut dire, et un peu philosophe aussi sur les bords. Alors Jules Chauvet, c'est un ovni dans le monde du vin des années 50. On est dans les années 50 après-guerre, donc vraiment l'essor du vin produit en grande quantité et des méthodes industrielles que l'on a connues dans les années suivantes. Donc il est à la chapelle de Guinchet et il fait des petites expériences. Mais il refuse les intrants chimiques, il cherche la pureté du vin. Il bosse sur des levures naturelles, ce qui paraît aujourd'hui une évidence, mais qui ne l'était plus à l'époque, parce qu'on avait vraiment fait une bascule. Il bosse aussi sur la macération carbonique et surtout il écrit son bouquin, L'arôme des vins fins, qui devient une bible pour ceux qui veulent sentir le bon vin et pas juste le boire, mais qui veulent aussi avoir une culture derrière. Alors une petite anecdote qui dit beaucoup et qui parle de son travail. Donc un jour dans sa cave, Jules Chauvet fait déguster un vin à un négociant. Et le négociant lui demande, il est bon votre vin, mais il est bizarre. Il sent le raisin. Et Chauvet de lui répondre, c'est normal, c'est fait avec. Donc ça vous situe un peu l'ambiance de l'époque. Et voilà. Donc Marcel Lapierre, pour revenir donc à ce vigneron du Morgon, lui voit les paroles, et les bouteilles aussi, de Marcel Chauvet. Et Marcel Lapierre, du coup, arrête les levures industrielles, diminue le sulfite au maximum de ce qu'il peut, et il revient à une vinification, on dira respectueuse du vin, une vinification plus naturelle. Et il a trois copains, vignerons, Jean Foyard, Guy Breton et Jean Thévenet. Ils forment ce qu'on appelle aujourd'hui le Gang of Four, bien connu dans le monde du vin puisqu'ils font figure de référence. 4 francs-tireurs qui vont redonner du peps aux gamins. Donc leur secret, de la rigueur, parce que c'est quand même très rigoureux de faire du vin de nature, du travail bien fait et surtout une grande passion. Et ça marche. Leur vin explose de fruits, de fraîcheur, de sincérité. Les cuvées de Marcel, comme son fameux Morgon sans soufre, deviennent cultes. Et moi, c'est vrai, je me rappelle, c'est vraiment les premières bouteilles de vin de nature que j'ai goûtées, et c'était un régal. Donc c'est du vin qui parle, qui respire, qui vit, pas besoin d'être expert, tu goûtes, t'aimes, point barre.
ou t'aimes pas, mais ça, je n'en ai pas trouvé encore. Donc après lui, ses enfants, Mathieu et Camille, qu'on retrouve ici, à la Cavso d'ailleurs, ont repris le flambeau. Et quand on ouvre aujourd'hui une bouteille de la Pierre, on boit un peu d'histoire, on boit un peu de révolte, et surtout beaucoup d'amour du métier. Alors voilà, si vous passez chez Guillaume à la Cavso Caylus, demandez-lui le Morgon la Pierre, il a quelques bouteilles, c'est vivant, c'est bon, c'est nature, et surtout, c'est parce que vous la valez bien, n'est-ce pas Guillaume ? Tout à fait. Ça, c'est le slogan de la maison. Hein, c'est le parce que slogan vous de la la valez maison bien. parce que vous la valez bien. Alors, il a sorti cette quille, elle est là, elle est dans mes mains. Pour Philippe. On va la boire. Hein, alors, on va la goûter après. En fait, oui. Oui, c'est comme vous voulez. On va la goûter après, comme ça on y reviendra. Parce que là, je voulais discuter un petit peu avec Guillaume, parce qu'on a attaqué à la bière, en fait. Donc là, on passe de la bière au vin, on revient à la bière, on repart au vin. Bon, un petit peu de tenue, quoi, un petit peu d'ordre quand même dans cette émission, ça ne nuira pas. S'il vous plaît, oui. Hein, s'il vous plaît. Alors, Guillaume Bourcy, La Cabane, microbrasserie à Caylus, raconte-nous un peu ton histoire. Est-ce que tu fais partie de tous ces microbrasseurs qui ont commencé à brasser pour eux, dans leur cuisine, avec des copains, et qui se sont dit, tiens, mais quand même, la bière, c'est tellement bon, si j'en faisais une activité professionnelle. Tu m'as cerné. Ouais, sauf que j'avais pas de copains avec qui je brassais. Ouais, en gros, ça a démarré comme ça. Du coup, j'ai commencé à brasser quand je suis arrivé en France. T'arrives d'où ? Devine. Je sais pas, je dirais du Canada ou de la Suisse. Allez, super. Non, je suis belge. Canada ou de la Suisse, quoi. C'est bien, t'as essayé. Non, mais bon. Les Belges, pour moi, je les vois plus enrobés, tu vois. T'as un côté, je fais de l'escalade suisse, quoi, tu vois. Ben, je fais de l'escalade. Et voilà, tout s'explique. Tout s'explique. Donc ouais, je suis arrivé en France il y a une dizaine d'années et j'ai débarqué dans l'Aude chez des copains vignerons qui sont Jean-Claude et Anne Berrieux, du domaine Berrieux, qui actuellement se transforme de nom en domaine de l'Esperluette. Et j'ai commencé à brasser en amateur dans l'ancienne cave de Jean-Claude au village. Où, alors je sais plus te dire exactement pourquoi j'ai commencé à brasser, mais un jour un pote m'en a parlé. Et puis t'es belge. C'est peut-être un truc que vous avez dans les gènes. Tous les Français ne font pas du pain et du fromage. Les Belges font des blagues, des frites et de la bière. Hein parce que, bon, et ils sont tous embauchés sur le service public. Non, si t'écoutes France Inter, il y a que des Belges qui font des blagues. J'avoue, mais on ne fait pas de frites, ça c'est un stéréotype, on les achète. D'accord. Bien bon meilleur. alors donc, tu montes pas de suite une microbrasserie. Non, pas du tout. Donc je commence à brasser pour moi, pour les gens que je connais, parce que j'ai envie d'essayer. Donc dans l'ancienne cave des Berrieux. Donc je commence à faire des petits brassins de 40 litres où j'essaie un peu de tout. Je fais des styles classiques, des pellets, des styles anglais, des trucs un peu biscornus, du style une pellée, le maté. C'était vraiment pas bon. Bref, une chose en entrée dans l'autre, je me dis tiens, c'est vraiment chouette ce truc. Je pense que je savais pas trop ce que j'allais faire par la suite. Je devais avoir 20 ans. Je sortais d'un début de vie active en tant que barman, spécialisé bière quand même, on se perd pas quoi. Et j'avais juste un diplôme de photo que je n'ai jamais utilisé. Donc là, pour le coup, si je vois les étiquettes et à chaque fois c'est comme les frites, je les ai achetées. Oui, mais t'as l'œil. Même si c'est pas toi qui les as faites. Tout à fait. Du coup, les étiquettes en l'occurrence de tout ce qu'on fait en barrique, ce sont des photos et c'est des photos qui sont réalisées par un copain à moi, Mathieu Krieger, et des photos de montagne. Krieger, c'est belge. Et Krieger, non, il est alsacien. Et du coup, bref, je me dis tiens, toutes les recettes que tu nous as dit que tu testais là, ouais. C'est quoi? C'est des trucs que tu trouves sur internet? C'est il y a la Bible du parfait petit brasseur qui existe? Ça doit exister. Hein, tu nous donnes comment on fait une bière vite fait en 1 minute? 1 minute, allez feu. Une bière donc c'est un jus de céréales fermenté aromatisé avec du houblon par définition. Donc pour faire de la bière, on part de malt. Le malt, c'est une céréale transformée.
Donc la plupart du temps ça va être de l'orge, mais pas forcément. La transformation consiste à tremper, germer et tourailler, donc cuire le malt, pour ensuite le rendre utilisable par le brasseur ou la brasseuse. Donc la suite après les infos. On arrive à la fin de la première. Alors, la suite, dans quelques instants. On ferait du teasing sur CFM Radio dans l'émission Qu'est-ce qu'on déguste. Vous allez retrouver Guillaume Bourcy, microbrasserie La Cabane, à Caylus, en direct de la cave Sceaux. Pour ce Qu'est-ce qu'on déguste, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'on déguste ? Le magazine épicurien de CFM le vendredi à 17h30 et le samedi à midi avec Elixir. Elixir, un nouveau magazine sur les vins et les vignerons d'Occitanie. Elixir, en vente en kiosque ou sur abonnement sur elixir-20.fr. Offre de lancement 32 € par an. Elixir, l'âme du vin, l'art des vignerons. Qu'est-ce qu'on déguste avec Elixir? Hola, hola todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado. Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Alors, on est toujours à la cave Sceaux, à Caylus, avec autour de la table Guillaume Bach, le patron de la cave Sceaux. C'est lui qui nous invite aujourd'hui et qui nous fait découvrir ses amis caylusiens. Guillaume Bourcy, la microbrasserie La Cabane, et Mariano Pompei du Giramondo. On va faire connaissance avec ce bonhomme qui est arrivé à Caylus il y a 1 an et demi, après avoir fait le tour du monde et a rencontré sa compagne Léonie, avec qui il tient le Giramondo à l'autre bout de la planète, quelque part dans le désert australien, où il a officié à la tête d'un restaurant, mais ça il nous racontera tout à l'heure. Philippe Audard nous a bercé d'illusions avec l'histoire de Marcel Lapierre et les vins de Jules Chauvet. Pierre Cantegrel, vous ne l'aurez pas parce qu'il n'est pas venu. Voilà. Il est excusé, en fait il s'est rétracté au dernier moment. Bon, Séverine Vérac, la Fédération des vignerons indépendants, vous en êtes la présidente, madame. Oui, mais je ne savais pas ça quand même. C'est impressionnant. Je suis impressionné. Donc tu nous en parleras dans un instant. Paul Chéreau, lui, il n'est pas président, mais quand même. Si, je suis président. Présidente de quoi? De mon-même. Non, je suis président de l'association Terre de Gaillac. Une association qui regroupe une vingtaine de vignerons naturels de l'appellation Gaillac. D'accord, on va faire une table de président. T'es président de quelque chose, Guillaume, toi? Non? Attends, est-ce que... Un jour. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais. Un jour peut-être. Ouais, le président. Est-ce que des présidents, il y a des présidents autour de la table? Pas mal, non? Vice-président? Ouais, quand même, vice-président Philippe. Comité des fêtes du village. On continue de parler entre gens de la haute. Après un morceau The Wise and the False, extrait du 2e album de Symmetry. Messieurs, c'est à vous. Always on time when I look up. I would like to be as peaceful as you, my sweet home. Despite of all this metallic fuss around you, you've been here for so long. Don't you get tired watching from far the fools on the big blue marble? If I need, if I'm bad, I turn to you, my muse, my dream.
like to be then fades as you, my sweet home. Powerless over what happens down here. You've been here for so long, don't you get tired? Watching for the fools on the big blue marble. Your helper, so inspiring, so magical. I would like to be as unworldly as you, my sweet home. How lucky you are to be far away. You're with us and long after we're gone, watching for faster death of the big blue marble. You're with us and long after we're gone, watching for faster death of the big blue marble. Of the big blue marble. The Wild and the Fools, extrait du deuxième album donc de Symmetry. Merci les gars, Phil et Jean-Yves, guitare et chant sur un morceau, une compo que vous nous en parlerez tout à l'heure. On s'était arrêté, me semble-t-il. Comment on fait la bière. Mais on va pas tout reprendre depuis le début, mais non. Et donc tu nous fais un petit teasing rapide. On était au Malte là. On était au Malte. On était au Malte, tout à fait. Bien. Il y en a qui suivent. Hein. Ah non, mais on prend des notes et tout. Attends, tu vois. Je t'ai pas vu faire. Parce que moi, jusqu'à maintenant, la bière, c'est tu vas au supermarché, t'achètes une bière, puis voilà. Au pire, tu vas chez le caviste. Oh là 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 là. Avec ta bouteille de Tarika, du coup. L'accro, ça compte? Je répondrai pas. Alors, donc une fois qu'on a notre malt, c'est là que la brasserie rentre en jeu. Donc on a notre malt qui est une céréale transformée. En brasserie, pour avoir de la bière, on va avoir le process de brassage, donc qui va durer une journée, où on va partir de notre céréale qu'on va concasser, empâter, donc à savoir faire tremper dans une eau chaude, donc entre 62 et 70 degrés, pour transformer tout ce qui est amidon en sucre. On va filtrer le mou, donc le jus qu'on aura créé, le jus sucré. On va faire bouillir, aromatiser pendant l'ébullition avec du houblon, refroidir, et on va mettre ce jus sucré en fermenteur, donc en cuve, pour ensuite ajouter de la levure. Ah ouais, mais c'est pas simple. Moi, je pensais que tu mettais du houblon avec de la flotte dans une cuve, tu faisais bouillir, puis ça y est, t'avais de la bière, quoi. Alors non, ça c'est les vignerons qui font ce travail un peu plus simple. Nous, on est des gens sophistiqués, donc on se chine un peu plus à la tâche, quoi. Et donc tu fais ta microbrasserie ici à Caylus qui s'appelle La Cabane. T'as un packaging qui est vachement beau. Avec à chaque fois des étiquettes qui sont magnifiques, très artistiques. C'est un choix aussi d'arriver à trouver sa place sur les étalages des cavistes et qu'on reconnaisse la bière de La Cabane parmi toutes les autres microbrasseries, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui. Oui, tout à fait. Après, c'est un choix esthétique aussi. C'est une recherche de produire une belle bouteille avec un truc bon dedans, idéalement.
Donc c'est le travail de 2 artistes, donc de ma copine Camille Perrault, qui réalise tout ce qui est illustration de le gros de notre gamme, donc toute notre gamme permanente, toutes les bières éphémères qu'on fait qui sortent de cuves inox, donc bières traditionnellement faites, on va dire. Et de donc Mathieu Krieger, qui est photographe et qui réalise toutes les photos sur les étiquettes des bouteilles de bières issues de barriques. Qui ressemble, c'est un packaging, à part le fait qu'elles aient des capsules, sinon on dirait des bouteilles de vin, quoi. C'est dans la... cette forme là, c'est pas la bordelaise, c'est l'autre. Champenoise. La bourguignonne. La champenoise. D'accord. Quelle est la différence entre la champenoise et la bourguignonne? La pression. Hein? Ah ouais. Dis-le dans un micro, sinon on t'entend Les pas. épaules sont plus marquées. Les épaules sont plus marquées. C'est plus, il y a le goulot est plus fin. T'as un pilier et un troisième ligne. C'est ça, c'est pareil. C'est tout à fait ça. Oui, d'accord. Elles sont même fabriquées parce qu'elles sont fabriquées pour de la capsule, quoi. Oui, d'accord. Pas pareil. J'ai une question. Oui. Parce que peut-être une question bête, hein, mais entre un brasseur et celui qui va faire pousser le malt, tout ça, avec ses artisans brasseurs, enfin, comment on distingue de celui qui fait comme le vigneron qui va de la vigne au verre? Il y a un nom spécial ou... Oui, il y a les brasseries donc comme ce que nous on fait, qui achetons nos matières premières, donc malt, houblon, céréales diverses et variées, fruits, enfin tout ce qu'on veut, et les paysannes brasseurs donc qui vont faire pousser leurs céréales, éventuellement les malter, donc vu que le maltage c'est une transformation, c'est encore une autre compétence, et éventuellement aussi produire leur propre houblon. Ouais. Mais c'est tout un autre métier, c'est très différent. Ça existe de brasseurs qui font tout comme les vignerons, c'est-à-dire la Tucaille, je crois. La totale, quoi. Oui, bien sûr, il y en a. Ils font pousser leurs produits, leur houblon et tout. Parce ça pousse pas beaucoup le houblon ici. Ça pousse de manière indigène, mais il y a de plus en plus de culture de houblon localement dans le sud-ouest, mais c'est pas encore non plus trop répandu. Ouais, ils hésitent entre le Alsace. J'allais dire le chanvre. Qu'est-ce que c'est que tu vends dans tes boutiques? Ouais, le CBD, pardon. C'est la même famille. Pardon, c'est ça. Les jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture aujourd'hui, ils hésitent. Tu vois, est-ce que je fais du houblon pour faire de la bière, ou est-ce que je fais du CBD, quoi. CBD ou de l'orge. C'est l'orge, la base c'est quand même l'orge. Le gros des ingrédients qu'on va utiliser, c'est de l'orge. Et l'orge brassicole qui n'est pas l'orge alimentaire, qui est une orge spécifique. C'est une orge spécifique, triée, extrêmement calibrée pour qu'on puisse l'utiliser au mieux possible. La cabane, on en trouve ici à la cave Sceaux, à Caylus et à Saint-Antonin, j'imagine, mais où donc ailleurs? Très localement, alors très régionalement. C'est-à-dire que nous, on a décidé de s'implanter ici pour vendre localement et pas pour vendre à travers toute la France. Donc on est distribué, on autodistribue le gros de notre production, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par une tierce personne pour la distribution. Et c'est principalement Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, enfin les départements limitrophes en fait. Et une bonne partie de notre production part sur Toulouse également. Et ça va économiquement, ça tient la route? Tu veux mon bilan? Oui, non, je m'en fous. Je m'en fous, je peux le trouver sur internet. Mais non, mais je veux dire, voilà, ça pourrait être quelque chose de difficile, de dire tiens, je fais ça par passion, mais je rame quand même. Je te demande pas si tu roules sur l'or, mais ouais, quoi. Tu m'as vu arriver en Mercedes ou dans mon vieux Vito rouge tout délavé? Non, mais après ça, c'est des choix de vie. Exactement. Ouais. Regarde, Paul. Nous, sincèrement, on se porte bien. Par contre, le secteur des petites brasseries se porte pas extrêmement bien. Il paraît, c'est pour ça. J'ai beaucoup de collègues qui doutent, qui ferment, qui sont en difficulté. Bon. Il faut quand même noter que ces 10 dernières années, on a vu des microbrasseries ouvrir dans chaque village, on dira. Oui, tout à fait. Il y a peut-être... oui, pas faux. Oui, et puis pas forcément de bonne cam. Ah, ça, je ne jugerai pas, mais je bois pas de bière, ou très peu, je l'admets. Ouais, ça s'est fortement amélioré quand même.
Alors en effet, la France, c'est le pays d'Europe où il y a le plus de brasseries par habitant. On a un truc comme 2800 brasseries aujourd'hui, ce qui est largement plus qu'en Belgique. Et avec un marché assez compétitif, des gens qui ont moins de moyens. Si je remonte à ton âge d'ailleurs, on buvait de la Jeanlin, de la Cros et de la Heineken. Et on avait ça, point. Et le monde a changé, le monde de la bière a vraiment changé. Quand je suis né, il y avait 100 brasseries en France. Ouais. Quand je suis né, juste avant que je naisse. Fin des années 80, c'était vraiment là où il y avait le moins de brasseries en France. Et on avait les grandes brasseries industrielles qui tenaient le marché. Exactement, ouais. Et les choses ont changé, tant mieux. Un petit peu de jingle, tiens. Parce qu'on trinque pas souvent dans cette émission, ça ne va pas du tout. Alors qu'on est chez un caviste. Alors qu'on est chez un caviste, avec un verre vide, ça ne va pas du tout. Bon. Allons donc faire un tour du côté avant de donner la parole, parce que je me suis un peu embrouillé dans mon agenda là. Et normalement on aurait déjà dû commencer à discuter un petit peu avec Mariano, mais on va le faire. Si on va le faire. Pompéi ou Pompéi? Pompéi. Comme la ville. Donc on patiente encore un peu pour la chronique sur les vignerons indépendants. Et on fait la connaissance avec Mariano Pompéi. Pompéi, s'il te plaît. Pompéi. C'est pas Marionneau. C'est pas le parfum Marionneau, tout ça. Non, c'est Mariano. C'est tout à fait ça. Bonsoir. C'est un plaisir de passer du temps avec vous ce soir. Merci Guillaume pour l'invitation. Merci à tous vous pour être ici. Écoute, nous ça nous fait drôlement plaisir. Tu es arrivé ici il y a 1 an et demi, enfin un peu plus que ça, parce qu'il a fallu monter le projet ici de ce restaurant Giramondo à Caylus. Après avoir fait beaucoup de choses à travers le monde, tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours Bien sûr, Rémi. Alors, Giramondo, elle est née d'un projet entre moi et ma copine, Léonie. On s'est rencontrés en Australie en 2017 et on a fait pas mal de voyages autour du monde. Et on est rentré en Europe après 3 ans, en 2019. Et on a eu toujours un projet de monter ensemble un lieu où les gens ils pouvaient se rassembler à notre identité. Et on a passé, avant de monter Giramondo, quelques années en Savoie, où on était saisonnier. Moi, j'étais chef de cuisine et Léo était responsable de salle. Et après ça, on a aménagé un van pendant le Covid. On a fait un tour de France. On est parti de Normandie et on a fait 6 mois en voyage, en essayant de rencontrer notre copain et tous les gens qui avaient des petits commerces pour avoir des petits conseils à droite à gauche. Et depuis que je suis arrivé dans le sud-ouest, je suis tombé amoureuse un peu de la région. J'ai trouvé que la région elle était très riche, très productive. Et on a commencé à faire petites recherches par les villages qui nous plaisaient un peu dans les coins. D'accord. Et alors, pour relancer un peu la guerre entre Saint-Antonin et Caylus, pourquoi tu t'es pas mis à Saint-Antonin? C'est tellement plus joli. Parce que on aime... Saint-Antonin, c'était un village déjà beaucoup développé. Et on est arrivé sur Caylus où on a trouvé un charme dans le village. On est arrivé la première fois, c'était en plein hiver, le mois de novembre. Il n'y avait personne dans les rues. C'était vraiment... C'était charmant, mais bon. On a trouvé le charme. Et c'est pour ça, après, dans la bâtisse où on a créé Giramondo, on a retrouvé les pierres qui ont été très puissants. Et c'était un lieu où on a dit avec Léonie, on pouvait monter un restaurant. Et c'est le côté tellurique du truc. Quoi, oui, c'est juste qu'on se sentait bien. Il faut sentir aussi... il faut se sentir bien, mais il faut se dire aussi il va y avoir de la clientèle. On a toujours dit, avant de monter le restaurant, on avait fait une étude de marché qui a bien marché. Ça veut dire qu'on a lancé une étude de marché sur les réseaux, sur les groupes, sur Caylus,
On a fait une étude de marché, on a eu presque 200 réponses en moins de 24 heures. On avait demandé un peu à tous les gens si notre projet il pouvait être compatible avec les envies des gens, qu'est-ce qu'ils avaient envie de manger, c'était quoi qu'est-ce qu'ils recherchaient. Et on a eu une réponse très haut et franchement on était étonnés et c'est pour ça qu'on est arrivé ici. Alors Giramondo, ça veut dire, si je me petite compétence en italien, c'est le tour du monde. Non, Giramondo ça veut dire globetrotter. Globetrotter. Oui. Ta cuisine, c'est une cuisine de globetrotter. Oui, c'est tout à fait ça, avec une base italienne. J'ai quand même oublié mon pays, j'aime bien travailler la farine, faire du pain, faire des pâtes. Par contre, on a voyagé plusieurs pays avec ma copine et on s'est toujours formé en différentes cuisines. On a fait la Thaïlande, on a fait 3 jours de cours de cuisine, on a fait le Vietnam, on a fait 4 jours de cuisine, on a voyagé pas mal le Maroc. C'est une cuisine avec différentes influences du monde. Est-ce que tu peux nous parler d'un truc que je viens de goûter, là, que je te trouve absolument remarquable, ça? Alors oui. Dis-nous, je ne connais pas le nom. Je ne sais pas. C'est une sorte de tapenade. C'est tout à fait, c'est une sorte de tapenade qui se fait avec du tomate séché et pistache. Pistache, c'est ça. C'est tout à fait ça qui donne un peu la croquantesse. Je ne sais pas comment mettre les côtés le croquant. Le croquant. Ouais, désolé mon accent, j'essaie de faire des efforts, mais... non mais ça te va très bien, lâche rien. Alors ça c'est des poivrons, c'est une recette que ma mère elle m'a donnée, que j'ai toujours gardé avec moi. C'est des poivrons, c'est des conserves que tu fais plutôt à la fin de l'été. Ça veut dire quand tu as tous les légumes qui sont en grosse quantité, tu fais des conserves. Moi j'aime bien faire les conserves. Ça c'est des poivrons qu'on appelle en agrodouce. Ça veut dire que tu fais d'abord, tu enlèves la peau pour enlever, le côté un peu lourd, l'amertume. Et après tout ça, tu fais un peu un style de vinaigre au sel, sucre. Et après tout ça, tu les mets dans les bocaux, tu les fais stériliser. Tu as ces côtés un peu... C'est un peu confit, non? C'est ça? Ouais, c'est confit parce que ça va être cuisiné, dans toute cette solution. Après, on les sèche bien avec un torchon pour enlever toute l'eau et on les remplit, on fait. Et à la fin, très important, vous pouvez voir, c'est de l'huile d'olive. Hein. Ça, et cette huile d'olive, alors, parce qu'on sent que c'est pas de l'huile de n'importe où. C'est quoi cette huile d'olive? Alors, moi je viens dans une famille très agricole. Moi je viens dans une région très agricole. C'est un petit village en Abruzzo qui s'appelle Montorio al Vomano. Très petite, un peu comme Kailus, c'est pour ça que j'ai retrouvé les charmes. On est dans les Pouilles Non, c'est en Abruzzo. L'Abruzzo, c'est exactement. Il a dit la brousse, je croyais la brousse. La brousse, vous ne connaissez pas l'Italie. Hein, Mali, là, pleine brousse. Et c'est une huile d'olive que mon père il a des oliviers de famille qu'on a toujours gardé avec une maison en campagne. Maintenant, toutes les années, après la saison, on ferme les restaurants. Le mois d'octobre, on fait la récolte des olives et on va faire la presse des olives, on fait la récolte et toutes les années, on ramène un peu d'huile d'olive et ça, c'est une huile d'olive au citron. J'aime bien aussi partager l'huile d'olive que j'ai fait parce que c'est un vrai plaisir avec les copains et des gens que je connais. Quand même parce qu'il y en a partout l'huile. Ça c'est très fin. C'est ce qu'on appelle la pression à froid, c'est ça? C'est la pression à froid, c'est tout à fait ça. L'huile, ça va être, on la récolte un peu à la main parce qu'on a une petite production. Maintenant, il a des grosses machines pour les récolter. Ouais. Mon père, il a comme 40 oliviers. Ça veut dire qu'on fait une récolte un peu à l'ancienne. Et qu'est-ce qu'on fait? On la ramène dans les pressoirs en frantoio, qu'on appelle en Italie. Et toutes les olives vont être bien triées, tu sais. Après, on dénoyote pas, hein, quand on... Non, pas du tout, parce que les noyaux, après, on a bien pas... Tu broies, en fait. On broie les olives et c'est par centrifugation. Exactement. En fait. C'est pas pressé, si tu veux. C'est pas pressé? C'est la centrifugation, quoi, pour éliminer l'eau. Par contre, maintenant, avec les nouveaux systèmes, tu sais, tous les noyaux, toutes les feuilles des olives où ils vont être récoltées après ramenées au pressoir, et ils utilisent de nouvelles techniques pour faire des combustibles, tu sais, des choses pour faire des du pellet ou des trucs comme ça. Exactement, pour chauffer, ça commence à évoluer pas mal. D'accord. Et ça, c'est de l'huile d'olive qui vient de chez moi. Là, on mange des produits, on déguste des produits d'exception et ça. C'est un mortadella à la truffe qui vient, tu sais, c'est un mortadella qui vient travailler avec de la truffe de thé. Comme vous pouvez voir, il a des petits copeaux de truffe.
plutôt chouette et agréable avec Ça veut dire que tu as un producteur ou tu as quelqu'un je commande. Où tu te fournis de ça là? Alors, tous les produits italiens. Rémi, tu veux savoir beaucoup de choses, tu veux savoir. Hein? Alors, tous les produits italiens, je l'achète chez des fournisseurs, qu'est-ce qu'on appelle un peu e-commerce. Après, j'ai pas vraiment. J'utilise un peu de charcuterie, mais quand je fais rentrer, je fais un commande chez des e-commerce. J'ai un copain, par exemple, de chez ma région qui a ouvert une petite entreprise où il envoie à l'étranger, où je peux acheter de l'huile d'olive, je peux acheter de la mortadelle, je peux acheter comme ça, c'est des taralli qui sont faits dans le sud de l'Italie. Tu fais des petites commandes et ça je le fais sûrement une fois tous les 3 mois pour avoir un choix un peu différent. Ce qui te permet de faire un mix entre de la cuisine de chez toi, des produits de chez toi et des produits locaux, parce que si j'ai bien compris, Giramondo c'est aussi la cuisine du monde mais avec des produits en circuit court, quoi. C'est tout à fait ça, on valorise beaucoup la richesse du territoire à partir du vin. On travaille avec beaucoup de producteurs en vin nature, dans le Gaillac surtout. Après, on a toujours un choix d'un vin italien en bio de ma région. Tous les légumes, on travaille avec un producteur de Saint-Antoine, qui c'est pas loin d'ici, les Jardins de l'Aveyron. C'est des légumes bio, ils sont des légumes vraiment de qualité. Et tu sais, c'est tu demandes qu'est-ce qu'ils sont. Moi, je fais ma cuisine par rapport au marché. Par rapport aux fruits de saison et aux légumes de saison. Et on n'a pas de règles dans les menus. Ça veut dire que j'ai 3 entrées, 3 plats, 3 desserts qu'ils changent 2-3 fois par semaine. Ça veut dire que c'est une cuisine très créative, généreuse et plutôt d'instinct. Ça veut dire qu'on a ça on a ça sur le marché. On travaille en ce moment des artichauts, des petits pois. À bientôt, ils vont arriver des cucumbres. Les fèves. J'ai écrasé un lièvre abondant là, si tu veux, je te le donne. Non. Mariano Pompei du Giramondo, la pause gourmande à Caylus. On continue notre Qu'est-ce qu'on déguste en direct de la cave So dans quelques instants. Merci Lisa. Qu'est-ce qu'on déguste? Le au magazine épicurien de CFM le vendredi à 17h30 et le samedi à midi avec Elixir. Elixir, un nouveau magazine sur les vins et les vignerons d'Occitanie. Elixir, en vente en kiosque ou sur abonnement sur elixir-20.fr. Offre de lancement 32 € par an. Elixir, l'âme du vin, l'art des vignerons. Qu'est-ce qu'on déguste avec Elixir? Hola, hola todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado. Qu'est-ce qu'on déguste? La suite, toujours en direct de la cave So à Caylus, chez Guillaume Bach, avec autour de la table Guillaume Bourcy de la microbrasserie La Cabane, avec Mariano Pompei du Giramondo, avec Paul Chéreau, avec Séverine qui nous parlera tout à l'heure, c'est promis, des vignerons indépendants, avec Philippe Audard, et à ma droite, prêt dans les starting blocks pour jouer In Your Eyes, le duo Symétrie, un gaucher, un droitier, un qui écrit et qui compose, l'autre qui arrange, un qui chante, l'autre qui fait les chœurs, un qui s'accompagne à la guitare, l'autre qui enrichit, électrifie, improvise. Messieurs, dames, Symétrie, applaudissez-les pour un morceau. C'est... I can see a world where I want to live. Please show me what I want to see. In your voice I hear the sweetness of your words alone. Please tell me what I want to hear.
In your eyes, I can see the flame that forever shines. Please show me what I wanna see. In your mind, I see child dreams that I wanna share. Please take me where I wanna go. I can see passion that you dare tell me. Please show me what I wanna see. In your heart, I feel all the love that I need from you. Please give me what I'm waiting for. Symmetry Electric Folk Song. Alors là, pour le coup, pas électrique, mais Unplugged Folk Song. In Your Eyes, extrait encore une fois du premier album, puisque donc Phil et Jean-Yves ici présents, qui nous viennent de l'Albin, que c'est pas très très loin non plus, ont sorti un album début avril. Alors il y en a un qui prend ce micro-ci et l'autre qui prend ce micro-là. C'est Phil ou c'est Jean-Yves? Ouais, c'est Phil, ouais. Et c'est Jean-Yves. Ça va, Jean-Yves? Ah oui, bon. Très bien, on est bien là. On est pas mal, non? Oui, c'est plutôt cool. En fait, vous êtes passé par l'émission de Michel Vivoux, il n'y a pas très très longtemps sur CFM Villefranche, c'est ça? Ouais. Et puis du coup, vous m'avez passé un coup de fil et ça tombait très bien. On était en train d'organiser avec Guillaume cette émission et je vous ai dit, Lico, c'est parti. C'est parti, vous venez, c'est super. Vous venez jouer live, quoi. Je te remercie de l'invitation, parce que c'est vraiment plaisir. Chouette de pouvoir présenter notre musique. Donc merci beaucoup. Bon, vous n'êtes pas des perdreaux de l'année, les gars. Ça fait longtemps que vous faites de la musique. Ça commence à faire. Ça commence à peser. Le duo Symétrie, ça fait combien de temps? Le duo, c'est 10 ans. On peut dire 10 ans, puisque on a démarré en 2015 à vraiment monter des morceaux. Ouais. Le premier concert, c'est fin 2016. D'accord. Donc au niveau de la scène, ça fera 10 ans l'année prochaine. C'est que de la compo, il y a de la reprise? C'est que de la compo. Ouais, d'accord. C'est que de la compo, j'écris depuis toujours. Il y a des morceaux sur l'album qui datent de 84 par exemple, donc ça commence à dater 84, aussi. C'était l'année de Retour vers le futur. Peut-être. Il l'a pas vu. Il l'a même pas vu. C'est une honte. C'est une honte. Ah non, je suis désolé, j'ai pas la télé. C'est une honte de ne pas avoir vu. Mais si, j'ai dû le voir quand j'étais jeune. On peut pas l'oublier. Où est-ce que vous tournez? Vous tournez plutôt dans le Lot? Vous êtes pas du tout. Pas du tout. Et non. Et on n'est pas très locaux en fait. Un peu. On tourne beaucoup partout, mais très peu chez nous. Mais bon, nul n'est prophète en son pays. Nul n'est prophète en son pays. C'est dommage parce que mon mari adore la folk. Enfin, quand il vous a entendu, il a dit c'est super, tu les fais venir à la maison parce qu'on a une petite salle pour concert et tout. Mais si vous ne faites pas du local, c'est dommage. Ah mais quand vous voulez, on vient chez vous, on vient chez l'habitant. Moi, j'aimerais jouer plus ici, mais c'est vrai que c'est assez difficile.
peut-être que c'est le style qui est pas tout à fait adapté. Goût d'ici, au goût des gens d'ici. Au goût des gens d'ici, peut-être. C'est plus festif. On par a, chez nous, dès qu'on monte, J'arrête pas de le dire, dès qu'on surtout monte dans ici, le nord, les gens en dégoût de il y a un accueil qui est quand même vraiment sympa. Mais bon, ça va venir puisque j'ai appris aujourd'hui, il y a 2 heures avant de venir ici, j'ai appris qu'on faisait un showcase au Cultura à Montauban le samedi 31 pour présenter l'album. Donc on sera le samedi 31 mai au Cultura à partir de 15h. On va jouer quelques morceaux, on va discuter avec les gens, on va vendre des CD. Vous n'avez pas aussi un petit concert qui est prévu dans le centre-ville de Montauban, absolument, dans un petit café-cons? Je préfère faire la promo de celui-ci. Ah tu oui, vois, mais parce que là, non, mais le Cultura c'est intéressant pour rencontrer les gens. Voilà. C'est intéressant pour présenter. Non, c'est important pour nous pour montrer notre album. Ouais, c'est la promotion. Mais effectivement, j'allais le dire puisque c'est super important. Le violon dingue. Et pour voilà, c'est important pour nous, mais surtout pour eux puisqu'ils ont l'habitude de faire du théâtre en grande partie et ils se lancent dans des périodes où ils vont faire de la musique aussi. Et on a la chance d'y passer donc le 4 juillet. Voilà, le 4 juillet, on sera au Violon Dingue. Alors, pour l'anecdote, ça fait donc 10 ans qu'on va, à peu près 10 ans qu'on tourne. On a à peu près 250 concerts derrière nous. Et on n'était jamais venu à Montauban. Donc, voilà. Et là, vous êtes en version électrifiée donc, sur ces concerts-là? Non, c'est la même formule, mais branchée. Et le fait d'être branché, alors moi, ça ne me change rien parce que je fais que m'accompagner au chant, d'accord. Par contre, Jean-Yves, qui est branché, lui, du coup, il a une sonorité qui peut être beaucoup plus blues et rock. Blues rock, voire hard rock des fois. Oui, on se refait pas. Il a quand même un t-shirt Motorhead. Voilà, on se refait pas. On se refait pas. On a quand même été élevé dans les années 80, 70. Enfin 70 même. Et donc voilà. C'était il y a longtemps. Il y a longtemps. Non, mais non. Donc voilà. Il s'appelle Symmetry, monsieur, dame. Donc, la date au supermarché. Au supermarché. La semaine prochaine à Cahors. Oui, à Cultura. La semaine prochaine. Alors, on va faire dans l'ordre. On va faire le point. Samedi prochain. Voilà. Samedi prochain, 24 mai, on est au Leclerc culturel de Cahors pour un showcase l'après-midi aussi. Ils nous soutiennent, ils ont le CD en vente, ils nous soutiennent depuis le début. Le 31 mai, le Cultura à Montauban, pareil pour un showcase l'après-midi. Et surtout le 4 juillet au Violon Dingue à Montauban pour la première fois. Concert exceptionnel de Symétrie à Montauban pour la première fois depuis qu'on existe, depuis 10 ans. On joue en juin quand même. Non, mais en juin on est dans les Pyrénées. Oui, on n'est pas dans le coin. Et après on part dans la Creuse, les gars. etc. Mais 4 juillet, Violon Dingue à Montauban. Alors ces vignerons indépendants, qu'est-ce qu'il leur a pris là? Ils ne pouvaient pas tous rester chez Vinovali. Non, il a fallu que... Ça bouge un peu. Qu'ils fassent les originaux. Qu'ils prennent un bâton de pèlerin. Et moi je les connaissais pas et on payait une cotisation. Donc j'avais dit à Guillaume d'aller à une réunion et de se retirer de là. Guillaume Vérac, Château Bellègue, son mari, puisque tous les deux sont à la tête du Château Bellègue dans le Frontonnet. Vous êtes en bio, je crois maintenant. Oui. Ouais. Oui, vas-y. Pardon. Et donc, quand Guillaume est revenu, il m'avait nommé trésorière de la fédération. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu cette fédération, cette belle maison. Donc, en 1978, quelques vignerons ont fondé la fédération des caves particulières pour affirmer leur indépendance face aux grandes coopératives et négociants. C'était les précurseurs de la vente directe au domaine et des premiers salons grand public. Ils ont tracé la voie. Aujourd'hui, ce sont plus de 7000 vignerons qui se regroupent dans la fédération des vignerons indépendants. Au-delà de la défense des intérêts des adhérents auprès des instances, elles jouent un rôle essentiel dans la valorisation de leur travail, notamment à travers des salons, des concours. Nous célébrons d'ailleurs en ce moment même les médailles de Château Bellevue, La Forêt et Saint-Louis pour le concours 2025 et des événements festifs comme il y aura par exemple dans peu de temps avec le rendez-vous du pique-nique des vignerons indépendants. Ensemble, on est plus fort. Dans la Fédération Tarn-et-Garonne, on est 21 vignerons indépendants qui se regroupent pour partager leur expérience, mutualiser les offres, la devise étant indépendant mais non isolé. Un bel exemple de solidarité qui prend tout son sens dans le contexte d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage aux vignerons, bien sûr, aux fondateurs visionnaires de cette grande maison, mais aussi à ces hommes et ces femmes engagés, passionnés, vignerons eux-mêmes et souvent bénévoles, qui en plus de faire vivre leur propre exploitation, s'impliquent activement dans la vie des fédérations et donc de la Confédération nationale. Ils sont présents sur le terrain, à l'écoute de leurs pairs, fédérateurs, défenseurs et solidaires dans les moments heureux et difficiles, comme ce fut le cas encore hier pour nos collègues du Gers frappés par un violent épisode de grêle. Merci à eux pour leur engagement, aux vignerons pour leur talent, qui les rendent si fiers de les représenter et de se faire leur porte-parole. Mais merci, c'est vrai, pour les vignerons indépendants. On les reconnaît parce qu'il y a un truc sur les capsules. C'est le petit bonhomme rouge qui porte la bouteille. Un petit bonhomme sur la capsule. Ouais, c'est ça. Avec une charte à définir. Il y a une charte de qualité en fait qui va de la terre jusqu'au verre. Et vraiment, c'est un gage. Pour toi, Guillaume, c'est une reconnaissance, c'est une marque de reconnaissance, quelque chose d'important. Oui. D'avoir les vignerons indépendants. C'est toujours bien d'avoir un carcan, d'avoir des règles à respecter, c'est bien aussi. Après, c'est bien, mais il faut que ce soit peut-être plus poussé ou peut-être plus évolué ou je sais pas comment. Plus de vignerons, tu veux dire? Ouais, plus de vignerons. Faut que ce soit. J'ai toujours des problèmes avec les normes, avec les règles, comme les mentions et autres. On met toujours des mentions sur ce qui est pas normal. Pourquoi on ne mettrait pas de la mention merde sur c'est la merde? Pourquoi est-ce qu'il faut des mentions sur des choses qui sont normales en fait? C'est bon. C'est le. Moi, ce que je trouve. Non, mais là, c'est pour défendre quand tu es tout seul et que tu dois te défendre. Voilà, donc c'est logique. Pour le QR code, pour tout ça, et heureusement qu'ils étaient là. Quoi. Mais il faut qu'ils soient là et c'est logique, il faut que tout le monde soit. C'est une fédération qui a toute sa place. Ouais. Mais Guillaume, il n'y a pas une surenchère de logos et de mentions et de ci et de là sur les étiquettes. Moi, j'ai vu des étiquettes, c'est incroyable. Enfin, on a. On trouve même vin vegan, donc on en est là, quoi. Il y a des vins végans, il y a ce côté, il y a ce greenwashing qu'on veut aussi nous imposer. Il y a HVE aussi, donc là c'est un sujet qui peut et du biodynamie, voilà, et du machin. C'est clivant, c'est des gros sujets. Ouais, c'est des gros sujets. Écrivons merde sur la merde, écrivons bon sur le bon, c'est très bien. Ouais. C'est pas mal. J'aime bien la formule, là, bravo. Parce qu'en plus, c'est vrai que c'est souvent des armes de lobby quand même. Hein. Tu viens de parler de HVE, il faut contrer un logo par un autre logo en fait. Et puis, plus tu vas faire de logos, plus tu vas noyer le truc. C'est ça. Donc au bout d'un moment, on va s'inventer son propre logo. On va pas s'appeler. J'ai vu des logos qui n'existent pas sur certains produits où il y a marqué bio. Ou bioculture, ou un truc comme ça. C'est un truc qui n'existe pas, mais c'est vert, il y a écrit bioculture, donc tu te dis c'est bio, mais non, en fait c'est rien. Oui, c'est décidé autour d'une table et voilà. C'est pour ça que, par exemple, dans le vin, on a besoin de cavistes, et les gens ont intérêt à aller chez leurs cavistes parce que eux connaissent le produit, connaissent leurs clients et savent aiguiller sur tel et tel produit pour leurs clients. En fait, le caviste comparé à une grande distribution ou à d'autres types de magasins, le vin qu'on vend, c'est le vin qu'on boit. Et donc on connaît le vin et on sait parler du vin. Une centrale d'achat, elle va vous donner ce vin-là parce que c'est des fonds de gondole, ce qu'il faut écouler, parce que c'est des vins. Mais les acheteurs ne goûtent pas, il faut savoir une chose. En grande distribution, ils ne goûtent pas. Ils regardent l'étiquette, ils regardent le prix. Ils regardent le prix et l'étiquette. Moi, le vin, je le goûte, si ça me plaît pas, ça rentre pas. C'est important. Et les cavistes, c'est dur pour eux en ce moment. Donc, allez chez le caviste et quitter les grandes distributions. Voilà. Évidemment, les vignerons comme vous, les vignerons indépendants, que ce soit le domaine de l'Arpette ou Château-Bellègue, vous êtes en relation directe évidemment avec les cavistes, mais aussi avec les restaurateurs. Est-ce que vous allez taper à la porte des restaurateurs pour mettre, par exemple, qu'est-ce que tu as à ta carte à Giramondo, dis-moi? On a des vins, des petits producteurs du coin. On a des 100 producteurs. On a une petite carte de vins qui change régulièrement. Et surtout, on a des vins du coin. On a les domaines d'Antosiam, Mouriel. On a la Pierre Lévé, Mika. On va voir un domaine de. On a plein de c'est toi qui allais les chercher, c'est eux qui sont venus te rencontrer. Comment ça se fait? Comment se fait la rencontre? On a fait, avant d'ouvrir le restaurant, on s'est bien renseigné, on a fait un tour de tous les vignerons du coin. Et une fois qu'on a ouvert une porte, des petites portes ils se sont ouvertes. Ça veut dire qu'on a cherché tout notre vigneron, on allait toquer la porte des domaines. Et c'est super. Tu es allé faire des dégustations? On a fait des super dégustations. Très belle dégustations, c'est des super moments que tu passes. Si je te raconte ma dégustation au domaine Antosiam. Ouais.
Ah ouais, c'était la mienne. C'est difficile même de s'en souvenir. C'était la meilleure dégustation qu'on a fait avec Muriel et son copain. Hein. Tu sais qu'on salue aussi. C'était vraiment excellent. On a passé depuis le matin à 10h. On est reparti à 17h où on était. Il avait 50 bouteilles sur la table, des pâtés, des terrines. C'était exceptionnel. Hein. Et c'est ça ce qu'on adore parce qu'il a les côtés vin, aussi il a les côtés humains. Ça veut dire que tu sais quand tu vends quelque chose, tu connais la personne qui l'a fait et c'est plutôt... Pompée et Guillaume, c'est vraiment les cavistes et les restaurateurs qu'on aime. Oui. Et c'est pour ça aussi qu'on fait cette émission, nous. Allez, tiens, on a 4 trinquets. Chin. Il y a des bulles là. Les bulles du facteur. Ça c'est bon ça, c'est du chenin. Qu'est-ce qu'il y a à la carte en ce moment à Giramondo? Alors, à Giramondo ce soir, on va voir, ce soir pendant tous les week-ends. Du lièvre? Non, c'est pas du lièvre. Alors, on va voir des courgettes. Bien, on a toujours un entrée, un plat végétarien. En entrée végétarien, on va voir un courgette bio du 82, du jardin de l'Aveyron, travaillé avec un ricotta aromatisé aux agrumes et des petites pickles maison. Après, on va voir un rôti de veau de l'Aveyron, cuisiné à basse température avec mayonnaise au cirage, que c'est un peu, tu sais, un mayonnaise un peu pimentée. Mayonnaise au cirage? Cirage, c'est comme un piment qui donne un goût un peu pimenté, relevé à l'assiette, travaillé avec une assiette bien colorée, des petits pickles. Et après, on a un gravlax de saumon que j'ai fait mariner pour 2 jours avec de l'huile d'olive, de la bonne huile d'olive. Pêché dans la bonnette? Dans la bonnette, non. Est-ce que tu fais attention à ça? Parce que par exemple, le saumon, ça devient compliqué quand même de trouver. Alors, si tu veux faire de la pêche durable, si tu veux faire un truc qui soit pas empoisonné, si tu veux faire. Il fallait travailler la truite, que c'est presque, tu sais, c'est un peu le goût du saumon. Ouais. C'est un peu plus, c'est vachement mieux parce que, il a plus ou moins le même goût et on dirait que les saumons ça commence à être un peu. C'est compliqué. C'est compliqué. Avec la filière saumon, ça devient compliqué. Et la filière truite, il faut faire attention à ce que ça fasse pas. L'acheter. Mais dans les Pyrénées, il y a. Même ici, il y a. Il y a eu beaucoup de saumon dans l'Aveyron, faut pas l'oublier. C'était une rivière riche de. Mais il n'y a pas de truites dans la bonnette. Il y a des truites dans la bonnette. Il y a des truites dans la bonnette, oui. Ah oui, heureusement. Non, mais je veux dire, il y a une pisciculture dans le. Non, mais sauvage. Il y a des truites dans la bonnette. J'allais, il chante la chanson. Il y a des truites dans la bonnette, vas-y. Allez. Oui, il y a des truites dans la bonnette. Oui, il y a des truites dans la bonnette. Guillaume, ça marche, il y a de l'ambiance. Juste, on va revenir sur Guillaume un peu si vous voulez, parce qu'on est chez lui, le pauvre, il faut lui donner un peu de parole. Guillaume, les dernières nouveautés, là, qu'est-ce que tu as rentré qui t'a plu? Beaucoup de choses. L'arpète. L'arpète, très bon. L'arpète est rentré, voilà, il est placé. On sait pourquoi il vient, l'arpète, on le sait. Non, il vient pas souvent, mais quand il vient, on le sait. Guillaume. J'ai du fronton aussi. Non, j'ai pas de coup de cœur. Tout est bon. Vraiment, c'est suivant l'envie, suivant le moment, suivant ce dont tu as envie ou pas envie. Il y a plein de choses. Est-ce que les tendances dans le vin, là j'ai entendu l'autre jour discuter avec une fille qui est dans le vin aussi et qui me disait que les vins rouges s'effondraient dans les ventes. Par contre, les vins blancs se tenaient très bien. Est-ce que toi tu constates la même tendance? Pas forcément. Ici, c'est très spécial. Ici, c'est assez rustique. Donc le rouge quand même à sa place. Ouais. Mais non, tout. Du moment que c'est bon et que c'est un prix normal de marché, ça part. Il n'y a pas de Qu'est-ce que t'appelles un prix normal? Le panier moyen du gars qui pousse la porte de la cave. Le panier moyen aujourd'hui, c'est entre 25 et 30 euros. Ça, c'est le panier moyen. Après, le panier, mais la quille, c'est on va dire entre 8 et 10. 8, 12. La bouteille. Ici à Caylus. Parce que si tu viens à Montauban, c'est pas pareil. C'est une moyenne. Après, il y a on part sur des petits.
Des petits pinards du Quercy, on est à 5,80, 6,50 la bouteille. C'est des choix aussi. Il y a certaines caves où tu trouves plus de quilles en dessous de 12 ou 15 euros, quoi. Ouais, mais en fait, c'est pas normal. Il faut du vin pour tout le monde. Le pinard, c'est du raisin, il faut pas l'oublier. C'est du raisin c'est un produit paysan. C'est bien qu'il y ait des vins chers, c'est bien qu'il y ait des vins spéculatifs, mais c'est bien aussi d'avoir du pinard pour moi. Des vins prestigieux et puis qui méritent aussi leur prix, parce qu'on a des vins là qui sont des très grands. Il y a une phrase que je répète souvent, et en fait, il n'y a pas de mauvais vin, il n'y a que des mauvais vignerons. Oui, voilà. Le vin qui coûte 6 euros ou 200 balles, s'il est meilleur pour soi. Oui, puis de toute façon, si on veut un prix, on a les bibes ici aussi. Et puis c'est tout. Et puis il y a de très bons bibes aussi. Maroul. Alors parlons-en de Maroul. Pourquoi tout le monde à Saint-Antonin parle de Maroul? Parce qu'il est exceptionnel. C'est une génération, il y a 3 générations, quatrième. même 4e génération avec Cyprien maintenant. C'est devenu un verbe, Maroul. Ouais. Si j'ai rencontré Philippe Kuhn, vigneron sur Vaour, il m'a dit, avec son grand coffre et son grand... je me suis fait marouler. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est fait marouler. On a une petite idée. Voilà. De gros bisous à Alain. Non, voilà, tout ça pour parler des bibes, mais il n'y a pas que Maroul. J'ai vu qu'il y avait les vignerons du Quercy sont représentés, bien évidemment. Ça bossait bien, Maroul, ça bossait bien. Il y a même des brousses, Amandine du domaine de Brousse qui bossent bien aussi. Il y a des vignerons aussi, comme Fabien Jouve sur Cahors, qui font des bibes maintenant, alors que 5-6 ans en arrière, on n'aurait même pas pensé que Fabien en aurait fait. Non, il y a de bonnes choses, c'est un débouché qui est intéressant pour les vignerons aussi. Oui, et puis pour le consommateur que nous sommes, 5 litres, on se retrouve avec un prix qui va... Carrément, voilà. Ça fait des bouteilles qui sortent entre 3,50 et 4,50, 5 euros la bouteille, pour des qualités qui sont vraiment très très bien. Non, il n'y a pas de honte à avoir le bib, c'est plus le cubi qu'on connaissait, c'est du bon vin. Du bon vin. Une très belle cave à bière, il faut le remarquer aussi. Bon, c'est vrai que on essaye. Il y en a un qui est particulièrement bien représenté. C'est vrai en fait, c'est une cave à bière, mais c'est surtout la cave de la cabane, non? C'est un choix que tu as fait. Vous portez le même prénom. Je prends la cabane. Et puis... Guillaume m'a fait confiance avec la distribution particulière. Parce que Guillaume en fait est un peu sauvage, ce côté belge. Il aime pas trop recevoir chez lui les particuliers parce que quand il est parti, c'est très pharmaceutique. La bière, faut pas être dérangé, faut pas. Ouais, voilà aussi. Mais il m'a offert la partie vente particulier. Donc c'est un parti pris pour la cabane, c'est pour remercier ta confiance. On met la cabane en avant et puis c'est comme disait à Mariano, on travaille pas personne, on travaille pour le village. Et c'est vraiment important. Donc ça veut dire que chez toi, à la cabane, on n'achète pas de la bière. Non, en effet. Nous, on a pris le parti de garder notre casquette de producteur, ce qui demande déjà suffisamment de temps, d'énergie, etc. De disponibilité également. Et je me suis rendu compte que c'était compliqué d'accueillir des gens correctement quand on est en train de brasser, quand on est en train de... c'est chronophage. Il faut s'habiller, ça prend du temps. Poli. Juste Guillaume, dernier point sur ta cave. Il nous reste 25 voilà, secondes. C'est pour ça que je fais encore Guillaume un petit focus parce que la cave est magnifique. Un rayon épicerie aussi. Ouais. Petite épicerie locale, des petite épicerie locale, ouais, et puis il y a de quoi. En fait, tout autour de l'apéro. Ouais. Et ici, en fait, on partira pas avec la soif et ni avec la faim. Donc c'est pas un grand rayon épicerie, mais c'est ce qu'il faut pour boire l'apéro entre copains. Ah ouais, des bons produits. Tartinable, du cochon, un peu de canard. La maison Marlas à Cahors, très belle maison. Tartinable. Tout ce qu'il faut pour je l'apéro. vais retenir ce mot, tartinable. Ah bah c'est la grande tendance, cher Rémi, c'est le truc ça. Voilà, il faut que ce soit tartinable. Guillaume Bach, monsieur, dame, comment il dit le slogan d'ici Parce que vous l'avalez bien. Parce que vous l'avalez bien. Il faut que ce soit tartinable. Ce Guillaume Bach, n'importe quoi. Caveso, à Caylus, à Saint-Antonin. Quel jour à Saint-Antonin? Jour de marché pour l'instant, jeudi après-midi et dimanche matin. Et ensuite en saison, tous les jours, sauf le lundi. Allez-y, les yeux fermés. Et ici, donc à Caylus, dans la côte, là, en plein milieu. Guillaume Bourcy, la cabane, microbrasserie, merci beaucoup d'avoir été dans cette émission. Mariano Pompei, il a du monde ce soir au restaurant Le Giramondo. C'est pour ça qu'on n'a pas vu Léonie qui est au job là-bas. Elle est aux réservations. Vous êtes complet ce soir, ouais. Ouais, vous êtes complet ce soir, mais passez-leur un coup de fil, allez déguster un civet de lièvre. Au Giramondo. Je vais le caser ce lièvre.
Merci infiniment au duo Symétrie, le duo folk de Phil et Jean-Yves qui nous viennent de l'Albin et qui viennent de sortir leur deuxième album, qui seront donc à Cultura le 31 mai et au Violon-Dingue à Montauban. Violon-Dingue le 4 juillet. Le 4 juillet et à Cahors. Le samedi prochain. Et à Cahors samedi prochain. Le 24. Au Leclerc Cultura. Au Leclerc Cultura, super. Merci beaucoup, c'était très chouette de vous avoir. Merci beaucoup. Paul. Ouais, tout à l'heure quand je suis passé, il y avait les flics à 7 fonds. À mon avis, ils sont rentrés. Mais... On les salue, on a besoin d'eux aussi. Merci Séverine, merci Philippe, merci Lisa d'avoir assuré la partie technique de cette émission. C'était Qu'est-ce qu'on déguste à la Cave So. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, on en a encore une autre, dites donc. C'est les 50 ans de l'appellation Fronton. Oh là, on se déplace à Fronton la semaine prochaine. Oula, je sais pas si je viens moi.